Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du couple. Et aujourd'hui, on aborde un thème qui nous est assez cher avec Johan, et c'est celui du cœur. Et plus particulièrement, l'ouverture du cœur, l'intelligence du cœur, et pourquoi la développer nous permet de mieux vivre à deux. Alors quand on parle d'intelligence du cœur, c'est aussi au sens concret et scientifique du terme. Je sais que tu m'avais parlé un peu d'un article que tu avais lu à ce sujet. Oui, effectivement, comme quoi le cœur en fait a 40 000 neurones à lui tout seul, forme un espèce de système autonome qui est capable de collecter des informations et avant de les envoyer au cerveau, et aussi de garder une mémoire de toutes les informations qu'il a reçues. Et donc ça forme un espèce de petit système intelligent autonome avant l'intelligence du mental et qui parfois reçoit des informations qu'il transmet au cerveau dans un second temps. Okay. Donc il y a une vraie intelligence du cœur au sens anatomique, scientifique du terme aussi. Et c'est intéressant parce que en fait quand on se penche un peu sur le passé, on se rend compte que les grandes mythologies antiques avaient déjà cette préscience, cette intuition. On sait par exemple, je crois que dans l'Égypte antique, le siège de l'âme c'était le cœur. Puis chez les Grecs et chez les Hébreux, c'était le siège des émotions et de la pensée aussi. Et d'ailleurs, c'est le roi Salomon dans la Bible qui emploiera le premier l'expression un cœur intelligent. Donc voilà, il y a une grande tradition en fait qui fait du cœur un endroit clé, un endroit siège et de première importance dans la relation avec autrui, avec le monde et avec soi. Donc oui. Et aussi quand on s'intéresse un peu à l'anatomie du cœur, on y voit aussi un deuxième sens qui est un peu plus figuré, enfin je trouve, c'est qu'en fait le cœur c'est quoi ? C'est une pompe, c'est le moteur de notre corps qui est constitué de deux valves qui sont indépendantes, l'une de l'autre, complètement indépendantes, mais qui sont réunies dans un même organe qui est l'organe du cœur. Et cet organe va alimenter tout le corps en oxygène, en nutriments. Et en fait, je trouve que là, il y a quand même un beau symbole qui se dessine, un symbole d'unité, un symbole de pluralité dans l'unité. Que deux font un, quoi. Et c'est intéressant parce que je pense qu'on a fait du cœur un symbole de l'union amoureuse aussi pour cette raison, pour cette idée du deux en un. C'est intéressant, effectivement. C'est cultiver l'unité dans la dualité. Dans la dualité, exactement. Sans tomber aussi dans les pièges. Ouais, à la fois de la fusion. Et de la désunion, quoi. Et c'est un peu cette image-là qu'on va essayer de vous proposer dans tout cet épisode. Ouais, de trouver une juste intelligence, en fait. Exactement. Un endroit qui soit juste pour que le cœur puisse vraiment avoir sa place sans tomber dans ses pièges, en fait. Ouais. Oui, parce qu'en fait, dans le cœur, il y a vraiment quelque chose qui demande à s'ouvrir. Ouais. Il y a un amour qui cherche donc à se donner. Il y a vraiment cette notion de don quand on parle de cœur, d'une énergie de compassion, de communion avec l'autre. Et dans le quotidien, ouvrir le cœur, ça veut dire plein de choses. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment cultiver. Ouais. Et ça demande aussi de se mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre. Ouais, ça je pense c'est vraiment le premier point. Un cœur intelligent, c'est un cœur qui s'ouvre, et un cœur qui s'ouvre, c'est un cœur qui est capable de se mettre à la place de l'autre, qui est capable de comprendre l'autre. Au sens étymologique, comprendre, c'est englober, avoir en soi. Et c'est reconnaître comme sien la souffrance de l'autre. C'est ça peut-être la définition de l'empathie aussi. C'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre, de comprendre vraiment sa souffrance. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, c'est plus facile en dehors des cas de conflit ou quand on n'est pas blessé. Bien sûr. C'est plus facile de se mettre à la place de l'autre quand on est en train de kiffer, quoi. Là où ça devient un peu plus complexe, et même carrément difficile, en fait, c'est dans les situations de conflit. Eh oui. Parce que parfois, comment comprendre, par exemple, une blessure ou un certain rapport au monde qu'on n'a pas nous-mêmes et qui occasionne chez l'autre, par exemple, des vraies difficultés.
Ouais. On peut se dire, mais pourquoi il galère à faire ça alors que moi ça me paraît si évident. On peut rapidement devenir impatient et même tomber dans une forme de condamnation et une désunion du coup. Non, on a un peu vécu ça, nous. Et je pense que tous les couples dans vivent notre ça. couple, ouais. Donc c'est surtout sur notre rapport à l'argent en fait. On a eu pas mal de grosses disputes par rapport à ça parce que moi, à un moment dans ma vie, j'ai très mal géré mon argent. Ouais. Parce que c'est comme ça, je suis pas une très très bonne gestionnaire enfin j'ai été, en tout cas maintenant je fais des efforts de mon argent et du coup j'étais quasi banqueroute, j'ai eu du mal à payer mes impôts, etc. Et toi, ça t'as vraiment en fait, il y a eu un moment énervé de fou. Ouais, c'est vrai que ça m'a vraiment trigger très fort. T'as pas compris en fait. Comment j'avais pu en arriver là, t'as vraiment pas compris. Non, j'ai pas compris. Et puis et je me suis carrément énervé et j'ai eu une réaction qui était en fait de vouloir faire les choses à ta place. Ouais. Et je me suis sentie grave jugée. J'ai eu extrêmement honte aussi. Ouais. C'est vraiment le pire sentiment que j'avais à ce moment-là, c'était la honte. Ouais, je me souviens, on s'est vraiment très fort disputé. Et moi, je comprenais pas, parce que moi, je suis un peu une fourmi, c'est-à-dire que je fais très attention à la façon dont je dépense l'argent. Je suis un bon gestionnaire, on va dire, par rapport à ça. Et je comprenais pas, et ça m'a beaucoup énervé. Et la première action, ça a été d'être très agacé, de te condamner, et après de gérer les choses pour toi. Ouais. Mais avec une espèce d'impatience et de oh là, mais pourquoi Et ça, c'était pas bon. Ça a juste créé encore plus de conflits, et ça a pas aidé à résoudre le problème. Et en fait, il y a un moment aussi où Anna, déjà, d'une part... Moi, j'ai fait des efforts. A fait des efforts. Parce que j'avais quand même mes torts là-dessus. Et effectivement, quand on habite avec quelqu'un, notamment là, à ce moment-là, on habitait ensemble. Donc, c'est vrai qu'on paye le loyer aussi. Voilà, c'est ça. Il y a chacun, des choses, il y a des projets communs. Voilà, donc, C'est vrai que j'ai aussi ma part de responsabilité très clairement. Et je pouvais pas continuer dans cette voie-là si on voulait construire des choses ensemble. Ça, c'est clair. Donc, voilà, j'ai pris mes responsabilités. J'ai commencé à travailler là-dessus, à faire des efforts. J'ai commencé à me faire des tableurs un peu graphiques, des projections, etc. pour mieux gérer mon argent. Et toi, t'as vu cet effort-là et du coup, t'as pu me redonner un petit peu plus surtout aussi en même ta temps, confiance. Au-delà de ça même, en même temps, je me suis rendu compte que si j'avais été autant trigger par, vraiment énervé par cette situation-là, on parlait tout à l'heure de comprendre. Moi, j'avais l'impression que moi, j'avais aucun problème avec l'argent et que c'était juste toi qui savais pas le gérer. Oui, mais c'est vrai. En fait, juste le simple fait de me retrouver dans une situation où j'étais très angoissé par rapport à ce problème que tu avais, ça m'a fait prendre conscience tout à coup que moi aussi, j'avais un problème d'insécurité en fait par rapport à ça. Parce que c'est pas normal aussi, ta réaction était pas normale. Non, c'était disproportionné. Ouais. Tu vois, tu peux t'en amuser quand c'est pas ton problème et que toi, t'as bien géré, tu peux regarder la personne en face et dire bon. Ouais, t'as mal géré, maintenant il faut vraiment que tu fasses attention, mais tu sais, avec un peu de détachement. Et moi, j'étais pas détaché du tout, ça m'a angoissé très fort, ça m'a pas mis bien, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais moi-même un problème d'insécurité par rapport à l'argent. Que moi-même, j'étais une fourmi parce que j'avais peur. T'avais peur de manquer. C'est un truc que je savais déjà un petit peu, mais là, j'en ai pris conscience encore plus. Et c'est là que le terme comprendre, qu'on employait tout à l'heure, de se mettre à la place de l'autre et de comprendre, d'avoir en soi, c'est là qu'on a pu dépasser ce conflit, parce que ce que je te reprochais de façon unilatérale comme étant quelque chose qui t'appartenait que à toi et genre ouais t'as mal géré et tout, en fait je me suis rendu compte que si moi je t'accusais autant de ça, c'est parce que moi-même j'avais cette insécurité par rapport à ce problème, en l'occurrence l'argent, que j'avais moi-même une insécurité à l'intérieur de moi. Et donc du coup c'est là que le terme comprendre prend son sens. Je me suis rendu compte que ce que je te reprochais, je l'avais aussi en moi, et donc j'ai pu commencer peut-être aussi à rapatrier un peu tous les reproches que je t'ai envoyés à toi, et à comprendre que j'avais clairement une part de responsabilité dans le conflit qui s'était créé entre nous deux. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on a pu à nouveau, tu vois, que moi j'ai pu gagner plus de patience et accepter davantage le fait que toi t'aies tes blessures et que tu chemines avec, et que toi ça t'a donné aussi plus confiance pour régler un peu plus ce problème. Et là, on parle peut-être d'un moment où on a pu dépasser en ouvrant le cœur et justement en arrêtant d'être dans une forme de dualité stérile, on a pu s'ouvrir l'un à l'autre et reconnaître notre part de responsabilité dans le problème pour avancer, quoi. Ouais, et pour rebondir un petit peu derrière ça, il y a surtout la volonté de construire. Volonté de se projeter avec l'autre, de faire des efforts, de travailler sur soi. Et je pense qu'on a un second point là qui apparaît. Ouais, exactement. Ouvrir le cœur, ça doit aussi amener du coup à se projeter avec l'autre. Complètement. Il y a un truc dans le mouvement. Une volonté de construire, quoi. Ouais.
Parce que dans ce truc de vouloir construire avec l'autre, on est pareil, dans l'expansion du cœur, c'est aussi quelque chose de projectif. C'est aussi de vouloir s'engager avec l'autre, comme on l'a vu dans le précédent épisode sur l'engagement. C'est Allez l'écouter. Vouloir construire quelque chose avec l'autre, c'est quelque chose de projectif. On se projette dans le futur avec l'autre. Et ça, c'est très important d'avoir des projets. D'avoir des projets ensemble, que ce soit des grands voyages, que ce soit un podcast. Oui. ou toutes sortes de choses qui fait qu'on peut partager ensemble une passion c'est ça, ou même des choses plus simples, juste cuisiner ensemble, des choses du quotidien, quoi. Et il y a beaucoup de couples peut-être qui finissent par se désunir par manque de cultiver ça. Alors ça paraît évident de dire qu'il faut cultiver des projets communs, mais c'est pas si facile que ça quand on est dépassé par des activités, par nos activités professionnelles, par la vie de tous les jours qui parfois nous épuisent. Garder de l'énergie et garder un espace pour ça, ça demande du travail. Mais après, il y a aussi la tendance inverse qui consiste à faire tous nos projets en fonction du couple, à tout voir par le prisme du couple. Et ça c'est un autre extrême. Dans lequel il ne faut pas non plus tomber parce que là on arrive dans la fusion parce qu'on arrive dans la fusion et voilà, donc on va faire attention à cet écueil là, mais c'est vrai que c'est très important d'avoir des projets quand même et de les actualiser Quand on parle un peu d'ouverture du cœur aussi, souvent on a tendance à être beaucoup dans l'ésotérisme, des choses un peu comme ça spirituelles, alors qu'en fait il y a aussi le corps. Il y a pas que c'est pas que dans la tête, c'est pas que dans l'esprit, c'est surtout dans le corps qu'on doit l'incarner au quotidien. Cette ouverture. Ouais, c'est vrai, parce que là on vient de parler de projet, on vient de parler d'ouverture, mais sur des plans émotionnels, sur des plans de. Tout à fait. Un peu de projection, tu vois, un projet c'est quelque chose d'immatériel. En fait, en réalité, l'ouverture du cœur, ça passe aussi et d'abord par quelque chose de très physique. C'est très physique. Et d'ailleurs, une tradition comme la tradition hindoue, à travers notamment le yoga, a compris ça. Il y a des postures d'ouverture du cœur où on ouvre les épaules, où on respire plus amplement dans cette zone-là. Donc ça, c'est littéralement physique. Quand on parle d'ouvrir le cœur, et notamment dans le couple, pour moi, c'est très physique. Et alors, il y a un truc dont j'aimerais absolument parler, c'est de dire que Anna et moi, un des ciments de notre relation, c'est qu'on est tous les deux accros au câlin. Ah oui. Et qu'on passe, je pense, on avait ce débat, on disait combien d'heures on passe par jour à se faire des câlins. Je pense qu'en moyenne, ça doit être 1h30. Ah ouais, je pense, ouais. Et en fait, c'est pas du tout une perte de temps. C'est vital en fait. C'est-à-dire que c'est par là, on parle de cultiver l'ouverture du cœur par rapport à l'autre, mais ça passe d'abord par là. Et moi, ce que j'aime, c'est je touche souvent le cœur d'Anna parce que je trouve qu'elle est hyper ouverte du cœur. On parle d'ouverture. Je trouve que Anna, c'est une des personnes les plus. Enfin, t'étais vraiment une des personnes les plus ouvertes de cette zone, quoi. Genre, il y a un truc qui rayonne ici, il y a un truc qui était toujours dans la compassion, dans le. Donc, et donc moi, souvent, je touche cette zone et je fais des câlins avec elle, cœur contre cœur. Et ça me fait énormément de bien et ça me permet de cultiver tous les jours cette ouverture, quoi. Pour moi, c'est absolument essentiel de parler de cette dimension physique-là. Et alors, ça peut passer par des câlins, ça peut passer par le toucher, par le massage, par plein de choses. Je pense que chacun a sa façon de donner, sa façon d'ouvrir, de se toucher, hein. de se toucher, Mais voilà, c'est vrai que moi, les câlins cœur contre cœur, c'est essentiel, quoi. Et puis en plus, il y a des études scientifiques qui montrent qu'il suffit de, ça a été prouvé. 10 minutes de câlins par jour pour produire une hormone qui s'appelle l'ocytocine et qui est l'hormone, je crois, entre autres, de la monogamie. Du plaisir aussi, je crois. Et aussi de la monogamie, c'est-à-dire qui renforce l'impression de cocon et d'intimité que tu peux créer avec l'autre, qui te donne envie d'être un peu dans un cocon. C'est pas étonnant. Et qui, du coup, va te donner envie de construire davantage ce cocon. Donc là, on est complètement dedans. Pour moi, voilà, dimension physique, c'est peut-être le truc le plus important en fait. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup depuis tout à l'heure d'ouverture du cœur. Mais quand même, j'aimerais aussi faire un petit disclaimer. Parce qu'il faut garder en tête qu'on est des humains et qu'on n'est pas qu'un cœur sur pattes. Qu'on est un esprit, un corps avec ses blessures, ses failles, toutes ses limitations, ses besoins, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup, nous, dans les milieux spirituels, cette idée qu'il faudrait en permanence incarner une sorte d'idéal, d'altruisme constant. Et ça me dérange aussi parfois, et j'aimerais qu'on parle de ça un petit peu dans une seconde partie. Carrément, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut retrouver à pas mal d'endroits.
cette idée qu'il faudrait incarner cette espèce d'idéal presque sacrificiel, christique, d'ouverture absolue, en oubliant qu'on n'est pas le Christ, qu'on n'est pas... que souvent, hein, après, ça se trouve, on a des Christ autour de nous, sûrement aussi, mais la plupart d'entre nous, on a nos blessures profondes qui parfois posent des limitations à l'énergie qu'on peut donner aux autres. Et c'est très important d'en avoir conscience quand même. Ouais. C'est très important d'en avoir conscience. Et je dis pas qu'il faut sacrifier cet idéal. Non, mais ça, c'est justement, ça doit rester un idéal. Mais c'est comme l'horizon, tu sais. L'horizon, quand t'es en bateau, c'est un truc que tu vois tout le temps, mais que tu peux jamais... c'est comme une espèce de ligne d'horizon, là. Tu penses que tu peux y arriver, mais tu n'y arrives jamais. C'est quelque chose qui te guide, mais tu ne peux jamais la toucher. C'est la même chose, en fait, je pense, pour cet idéal d'ouverture. Ouais. C'est un horizon. C'est un horizon à cultiver tous les jours. Qui doit orienter, en fait, qui doit nous orienter, mais qui n'est pas quelque chose qui ferait l'objet d'une injonction à incarner dans la vie de tous les jours. Et là, ça peut même parfois devenir dangereux. Et donc, dangereux parce que parfois, on peut s'épuiser à donner. Si on n'a pas l'énergie pour donner, on peut s'épuiser et après on peut rentrer dans des dynamiques d'en vouloir à l'autre pour le don qu'on a outrepassé chez nous, pour le fait qu'on a ignoré nos limites, on peut en venir à le reprocher à l'autre derrière. Ouais. Donc c'est important d'avoir conscience de ces limites. Et un cœur intelligent, c'est justement un cœur qui a conscience de ses limites. Exactement. Ça, on va en parler maintenant. Ouais. C'est un cœur qui connaît ses limites, qui a le courage de se créer tout un cadre qui lui permet de les respecter et de faire respecter ses limites. Ouais. Et ça demande quand même pas mal de choses à faire au préalable, notamment d'être... peut-être le premier point, d'être lucide sur ses valeurs. Oui. C'est un premier oui, ça paraît être alors ça, c'est vraiment la base, au sens où être conscient de ses valeurs et ne pas se mettre, notamment, puisque là, on parle de couple, de ne pas se mettre dans des relations avec des gens qui ont des valeurs opposées aux nôtres. Ouais. Mais ça paraît être un peu un préalable... tu vois, tu te mets pas en relation avec quelqu'un qui est en général... Ça paraît logique. En général, on fait couple sur un socle de valeurs communes. Oui. Et d'ailleurs, c'est facile de faire couple sur un socle de valeurs communes parce qu'il y a cette idée que la valeur n'a pas de valeur en soi, c'est-à-dire n'a pas de valeur intrinsèque. Mm-hmm. C'est toi qui donnes une valeur à un idéal que tu vas appeler une valeur. Ouais. Tu vois, genre si par exemple ton idéal c'est l'altruisme, je le fais d'aider les autres, tu vas choisir l'altruisme et tu vas le dire ça c'est une valeur pour moi. Tu vois, voilà. Donc tu accordes de la valeur au truc. Donc en ce sens-là, c'est facile d'accorder de la valeur à tout ce que tu veux et tu peux en parler après pendant des heures. Moi, tu peux accorder de la valeur à énormément de choses et c'est bien et c'est sain de valoriser des choses en tant qu'être humain. Mais il faut se rappeler que ça reste un truc arbitraire, un exercice de pensée, de dire voilà, moi ça j'ai cette valeur-là. Oui. Plus intéressant que la valeur, c'est le besoin, parce que le besoin, lui, tu le choisis pas. Le besoin, il s'impose à toi. Ouais, complètement. Si t'écoutes pas ton besoin, tu vas le payer cher par ton intégrité physique et psychique immédiate. C'est pas on n'est plus dans l'abstrait là. Ouais. Tu vois. Si tu te respectes pas au travail, par exemple, tu vas faire un burn-out à un moment. Tu vois. Pareil en amour. Hein. Et pareil en amour. Donc il y a cette idée que le besoin est peut-être plus important encore que la valeur, c'est d'avoir conscience de ses besoins. Et d'avoir conscience des limites que peuvent poser les besoins parfois dans le cadre de la relation amoureuse, parce que sans ça, si tu les outrepasses ces besoins et que tu veux pas les écouter, ça peut aller loin. Et parfois il peut y avoir un conflit entre la valeur et le besoin. Parfois on se met en couple sur un socle de valeurs communes et en fait on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes besoins derrière. Ouais, ça c'est vrai. Et donc c'est là qu'on peut parfois taire nos besoins par ego un peu, parce qu'en fait on a mis tellement d'importance sur la valeur en s'assimilant à la valeur, genre de toute façon moi je suis altruiste, voilà, je suis altruiste, je suis aussi épuisé, mais ça je veux pas le voir parce que je suis altruiste. Ouais mais du coup après on peut pas vraiment donner à l'autre. Non, tu peux pas vraiment donner à l'autre si t'es épuisé. Ouais. Donc il y a cette idée. T'es plus dans le cœur quoi. Non. Et moi, si je peux parler d'une expérience oui, vas-y, je t'en prie. Qui m'a fait vraiment vivre ça, c'est la relation que j'ai vécue juste avant de te rencontrer. Où c'était vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a fait couple sur des valeurs communes, on avait vraiment un rapport très fort de valeurs qu'on partageait avec cette personne. Et donc on parlait énormément aussi, il y avait un truc très mental, voilà. Mais en fait on a commencé à sortir ensemble et on s'est assez vite rendu compte qu'en termes de besoins, par contre, on avait vraiment des schémas complètement inverses. Moi, je suis quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a besoin de beaucoup de proximité physique, de cocooning, voilà. Et elle, c'est quelqu'un qui a besoin qui avait, en tout cas à l'époque, besoin de beaucoup sortir, d'être beaucoup stimulé, de beaucoup rire, de beaucoup explorer ça.
Alors moi aussi, ça peut m'arriver, mais j'ai ce besoin de cocon qui est plus important encore. Et elle avait beaucoup moins ça, quoi. Genre vraiment, c'était pas quelqu'un de très tactile, voilà. Et en fait, du coup, ça a été terrible parce que moi j'étais dans le rôle du dépendant affectif qui faisait tout pour combler ses besoins à elle. Et donc en fait, je passais mon temps à me forcer à sortir et je m'épuisais. Et en même temps, elle était dans le rôle de la fuyante, qui voulait pas trop s'engager non plus, et qui du coup voulait pas. Elle était pas prête à respecter ce besoin d'intimité profonde. Et donc moi, je m'épuisais et j'étais pas comblé. Et moi, du coup, ça se transformait aussi en rancœur contre elle. Qu'elle a dû sentir aussi. Qu'elle sentait complètement. Et voilà. Et donc, c'était juste très malsain et ça a causé beaucoup de souffrance. Et c'est pour exprimer vraiment cette idée, comme je disais tout à l'heure, qu'on fait couple sur des valeurs et puis après, si on n'est pas à l'écoute de nos besoins, ça peut très très vite déraper, quoi. Parce ça que suffit pas, ouais. Ça suffit les pas. Valeurs, ça suffit pas de kiffer les mêmes trucs, en fait. Ouais. Ça suffit pas, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que derrière aussi ces besoins, il peut y avoir des blessures. Ouais. Et du coup, il y a un travail à aller faire, d'aller reconnecter avec ces blessures aussi. Alors peut-être qu'il faut faire une petite distinction entre blessures et besoins. Certains besoins découlent de blessures. Par exemple, si tu as manqué d'affection et que tu as été on va dire, blessé à ce niveau dans l'enfance, ou voilà, ben, peut-être que tu vas avoir besoin de plus d'affection. Donc parfois, blessure et besoin, c'est connecté. Ouais. Mais une blessure peut être déconnectée de besoins aussi. Et une blessure, c'est tout simplement... on peut avoir besoin d'amour parce qu'on aime ça, tout simplement, sans qu'il y ait des blessures derrière. Oui, voilà. C'est vrai. Et au contraire, une blessure peut être aussi incapacitante dans l'amour qu'on peut donner aux autres. Ouais. Et ça, il s'agit aussi de s'en rendre compte. Ouais. Moi, ça me parle. Ouais. Ça me parle parce que... Enfin, j'ai cette blessure de la petite fille parfaite. Mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, j'étais un petit peu lisse, on va dire. Et c'est pas pour rien. Parce que c'est vrai que j'ai grandi en me comportant comme la petite fille parfaite. Parce que c'est la société qui attend ça des petites filles. Et je pense qu'inconsciemment, c'est ce que mes parents attendaient de moi aussi. Ouais. Et du coup, moi, j'ai eu cette sensation que je recevais plus d'amour de mes parents quand j'étais parfaite. C'est-à-dire quand j'étais sage, quand j'étais lisse et quand j'avais des bonnes notes. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, après, c'est ressorti, notamment avec les autres, mais surtout avec toi. J'avais la sensation que si je voulais vraiment t'aimer et si je voulais vraiment que tu m'aimes en retour, il fallait que je sois lisse, parfaite, que je te laisse de l'espace, voilà. Et ça, toi, tu l'as tout de suite, tu l'as assez rapidement vu, qu'il y avait quelque chose d'un peu faux parfois dans ma gentillesse. Et c'est vrai que tu t'as vu que ça venait pas forcément du cœur tout le temps, et que ça venait aussi d'un espace qui était blessé. Qui voulait trop faire plaisir et c'est là que ça pose problème parce qu'on n'est plus dans une ouverture et aussi comme c'est pas gratuit, on le disait tout à l'heure, je pense que j'attendais quelque chose en retour de ta part. J'attendais un remerciement, j'attendais une preuve d'amour tout le temps, ce qui est pas hyper sain et ce qui te met aussi la pression. J'étais vraiment dans une fausse bienveillance, quoi, qui est pas honnête, qui est un peu qui est dans le trop, quoi. Et voilà, et j'ai l'impression que depuis le fait qu'on ait eu cette discussion et que tu aies pris conscience que tu avais ce truc-là, parce que je pense que tu le savais pas. Non, je le savais pas. Je me suis vraiment à ce moment-là reconnectée avec cette partie de moi qui était un peu blessée. Donc j'avais pas du tout conscience. Ça m'a demandé aussi de faire un travail par rapport à mes parents, parce que les parents c'est pas parfait et c'est normal. On fera, je pense, un épisode là-dessus. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire. C'est clair. Mais oui, ça m'a vraiment aidé d'aller rechercher cette blessure et après qu'on en discute ensemble, complètement. Et parce que du coup, en fait, souvent, quand on n'a pas conscience de notre blessure, la partie blessée, elle peut on cesse de la manifester. Donc toi, par exemple, la partie de la petite fille qui avait envie de hurler ses besoins et de les faire respecter, et ben comme de par ta blessure, tu avais appris à taire cette partie-là, cette partie-là, elle était devenue atrophiée en toi. Elle s'exprimait plus. Mais du coup, tu tuais une partie de toi. Et si tu as tué une partie de toi, tu peux pas aimer avec tout ton toi.
Oui, complètement. Tu peux pas aimer avec tout ton cœur et avec tout, Non, avec c'est vrai. tout ce que t'es. Il y a Ouais. toujours une partie de toi qui est tronquée. Complètement. Et surtout quand c'est une partie aussi importante que la partie qui peut s'aimer soi-même à travers le respect de ses besoins. Mhm. Comment tu veux aimer l'autre et le respecter dans ses besoins aussi si toi-même tu tais tu tais tes mais propres ouais, besoins. tellement. Ça marche pas. Ouais. Et donc ça aussi, voilà, c'est d'où cette idée que aimer, ouvrir le cœur, ouais, important, mais être à l'écoute de ses blessures, être à l'écoute de ses failles, être à l'écoute de ses besoins. Et une fois qu'on a été à l'écoute, enfin qu'on a conscientisé toutes ces blessures, toutes ces failles, ne pas se limiter à ça aussi. Ouais. Faire un travail, ça c'est presque le plus important, c'est faire ce travail de dépasser ses limites pour ouvrir encore plus le cœur avec le temps. Et ça, c'est peut-être le dernier point de notre podcast, du 3e épisode. Ouais, parce qu'un cœur intelligent, c'est un cœur qui reconnaît ses limites, qui respecte ses limites, mais qui s'en contente pas, et qui va continuer de travailler, de progresser quotidiennement pour repousser peu à peu toutes ces barrières qui l'ont entouré depuis des années, quoi. Ouais. Donc cette idée qu'il faut être consciente de ses limites, mais ne pas se complaire dedans. Avoir cette attitude qui consiste à les reconnaître, les respecter, mais aussi respirer à travers et avancer avec, et petit à petit, comme tu disais très bien, lentement les dépasser, lentement les assimiler et les transformer et sans cesse accroître notre capacité à aimer l'autre. Oui, complètement, parce que c'est vrai que toutes ces barrières, finalement, elles nous entravent un peu dans notre capacité à aimer vraiment, avec le cœur, avec son corps, avec tout son être. Et c'est vrai qu'on parle souvent de la peur d'aimer, mais en fait, ou de la peur d'être aimé aussi, mais en réalité, on n'a pas vraiment peur d'aimer ou d'être aimé. On a plus peur des conséquences qu'impliquerait un véritable amour qui vient du cœur, qui vient de tout son être. Parce que, en fait, le cœur, voilà, ce qu'on a dit, ça implique aussi d'aller chercher ses blessures, etc. Et on n'a pas forcément envie de le faire. Ça peut être des points qui sont douloureux. Et on va souvent se protéger, se mettre des barrières, etc. Qui sont des barrières qui sont censées nous protéger. Ouais, nous empêcher de nous blesser à nouveau. C'est ça. Mais qui finalement nous sont une entrave à l'ouverture du cœur. Et puis aussi une entrave au fait de vivre pleinement sa vie avec un grand V et d'être vraiment vivant, quoi. Complètement. Ouais. Et souvent, on se met en relation avec des personnes qui peuvent bousculer ça. C'est clair. Ce système de protection qu'on a mis en place. Et alors là, il y a vraiment deux options qui peuvent apparaître. Il y a la fuite, ou alors il y a l'acceptation de ces barrières, la conscientisation, et voilà, le fait de les repousser, ce dont on parlait. D'ailleurs, si juste je peux préciser, tu parlais de fuite. Oui. Mais je pense qu'il y a deux sortes de fuites. Ouais. Il y a la fuite des gens qui enchaînent des relations courtes et qui du coup fuient vraiment la relation carrément, c'est-à-dire qui veulent pas s'engager. Mais donc ça, c'est la premier type de fuite. Et le deuxième type de fuite, c'est qu'aussi on peut fuir en relation. On peut être dans une relation et être complètement en train de fuir l'autre, d'être dans une désunion, mais parce qu'on a peur de partir, en fait, on reste, mais avec une toute petite part de nous, une part qui a peur juste la part qui a peur qui reste, et pendant que tout notre être, lui, s'est déjà barré, quoi. Et ça, c'est une forme de fuite qui peut être très douloureuse aussi. Et c'est pour ça que quand tu parlais de fuite, je pensais à ces deux trucs-là, parce que. Ouais, c'est une fuite au sens propre et une fuite au sens figuré où on est là, mais on n'aime pas complètement avec son cœur, donc finalement, on aime un peu qu'à moitié, quoi. Ouais. Oui, on aime qu'à moitié, on n'aime pas avec tout son cœur. Et ce qui se passe en fait quand on se protège et qu'on organise en fait cette façon de se protéger pour pas revivre ses blessures. Alors certes, dans l'instant, sur le court terme, on revit pas la blessure, mais ce qui se passe, c'est qu'on crée un statu quo. On crée un statu quo et parce que on s'empêche finalement de vivre des expériences qui pourraient nous blesser. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce d'enfermement. Puisqu'on refuse de vivre ces expériences, on n'est qu'à moitié vivant, on se protège, et donc c'est dans cette espèce d'espace-là un peu confiné où on a peur finalement, qu'on va répéter des boucles. Et tu vois, ou des patterns, on parlait tout à l'heure de patterns, des cycles. Et quand on répète un cycle, c'est qu'il y a un endroit où on s'est protégé. Ouais. C'est qu'il y a un endroit où on a refusé d'être plus grand que la vie, et d'être plus grand que sa blessure, et d'aller voir au-delà, au-delà de la limitation de la blessure. On reste enfermé dans le tout petit cercle où on est sûr qu'on va pas être blessé, et quand on fait ça, on tourne en boucle
Et surtout, on s'empêche de vivre. Et on s'empêche de vivre avec un grand V, de vivre une vraie expérience de vie qui serait une expérience de découverte où tu peux à la fois être vraiment blessé, et en même temps où tu vas pouvoir vivre des expériences que tu n'avais même pas pu imaginer avant avec ton mental, parce que justement, ça dépasse ce que tu pouvais imaginer, ça dépasse le petit cadre que tu t'étais fixé, et là, tu commences à vivre pleinement. Mais du coup, ça implique aussi, c'est toujours ça, arrêter de se protéger, c'est la condition pour vivre une vie avec un grand V, une vie pleine, une vie riche, et c'est en même temps ouvrir la possibilité de souffrir. Et c'est ça, en fait, cette dualité qui fait que la plupart des gens, souvent, on reste enfermé dans les limitations que viennent poser nos blessures, nos failles. Et donc, il faut du courage. Et l'exemple qui vient, du coup, par rapport à ça, c'est vraiment l'exemple du Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui ouvre son cœur et qui accepte, en fait, l'éventualité de la souffrance et qui, d'ailleurs, le paiera. Parce qu'il a accepté cette éventualité et c'est ce qui est arrivé. Il meurt dans des circonstances horribles. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a passé sa vie au service de l'amour, au service de l'ouverture du cœur, au service des autres. Et c'est là où on voit une vie extrêmement riche et une vie extrêmement vulnérable et qui a fini justement par être crucifiée par cette vulnérabilité. Et donc cette dualité-là, elle est très importante, elle est fondamentale. Malheureusement, il n'y a pas moyen d'y couper. Voilà, et donc ça demande du courage. Et donc la vertu peut-être principale d'un cœur intelligent finalement, c'est peut-être ce courage, le courage d'aller au-delà de la peur d'être blessé pour vivre sa vie de la façon la plus pleine et la plus riche possible. Et donc, cette voie de l'ouverture du cœur qui demande du courage, hein, comme tu l'as dit, elle peut nous inviter à nous poser cette question essentielle finalement, de d'où provient l'amour que l'on se donne dans le couple, à soi et qu'on donne à l'autre aussi. Est-ce que j'aime avec ma tête ? Est-ce que j'aime avec mon sexe ? Est-ce que j'aime avec les parts de moi qui sont blessées ? Toutes ces parts de nous, elles peuvent aimer. C'est complètement humain, hein, on l'a dit. Il n'y a pas de mal à aimer quelqu'un intellectuellement. C'est même normal, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment sur le plan symbolique, il faut vraiment que le cœur soit le chef d'orchestre de tout ça. C'est lui qui doit coordonner, diffuser l'amour dans la tête, dans le sexe, à travers nos blessures, nos émotions, à travers nos failles. L'amour, finalement, il doit couler dans les veines à partir du cœur. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus. Oui. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode. Oui.